Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, nous vous souhaitons la bienvenue pour ce second webinaire organisé au sujet de la loi AGEC appliquée au secteur de l'ameublement et de l'agencement, que nous avons complété cette année par la loi climat et résilience. Donc, comme l'an dernier, ce webinaire a été préparé par FCBA et l'ameublement français avec le soutien financier du Codifab. Et aujourd'hui, comme vous l'a dit Stéphane, nous serons 3 personnes à le présenter. Donc, moi-même pour représenter FCBA. Donc, je suis Anne Sacalay, consultante au sein du pôle aménagement des espaces de vie d'FCBA et plus particulièrement en charge des sujets liés à la santé et à la sécurité des utilisateurs des meubles et à la veille réglementaire. Et donc, pour l'ameublement français, nous avons Pauline Villette et Bertrand Demarne. Je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous, donc je suis Pauline Villette, je suis juriste en droit des affaires à l'ameublement français. J'interviens sur tous les sujets du droit des affaires, donc aussi bien droit de la consommation, droit de la concurrence, droit des marchés publics. J'écris souvent des articles sur toutes les problématiques loi AGEC. On essaye de rédiger des articles pédagogiques qui vous facilitent la vie. Donc sur tous les sujets qu'on va pouvoir aborder aujourd'hui, vous pouvez aussi retrouver des articles sur notre site internet. Je laisse la parole à Bertrand pour se présenter. Oui, bonjour à tous. Donc Bertrand Demarne de l'ameublement français. Je suis le responsable des affaires techniques et environnementales. Je m'occupe donc de toute la réglementation technique qui touche les produits, qui touche les sites de fabrication, et même chose pour la réglementation environnementale qui concerne également les produits et les sites de production. Voilà. Bienvenue à tous. Très bien, merci Pauline et Bertrand. Du coup, on va passer au sommaire. Voilà. Donc, aujourd'hui, les différents points qu'on va voir avec vous, c'est rapidement pourquoi est-ce que nous avons décidé d'organiser ce webinaire. Ensuite, je vais vous dire en quelques mots quel est le contexte mondial et européen dans lequel s'inscrivent les deux lois dont nous allons parler. Et puis, je vais aussi vous dire quel décryptage nous avons fait de ces lois avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet avec Pauline et Bertrand pour vous présenter d'abord la structure des deux lois et ensuite le résumé des articles qui ont le plus d'impact sur les secteurs de l'ameublement et de l'agencement. Et ensuite, en fin de webinaire, nous répondrons aux questions que vous nous aurez posées par écrit. Et si toutefois nous n'avons pas le temps de répondre à toutes les questions ou si nous n'avons pas les réponses immédiatement, nous avons prévu de vous envoyer un mail récapitulatif avec l'ensemble de vos questions et l'ensemble des réponses que nous allons y apporter. Voilà. Donc, pour commencer, pourquoi est-ce le son s'est coupé. Donc, pourquoi est-ce que nous avons décidé d'organiser un nouveau webinaire sur la loi AGEC et la loi climat? C'est parce que ces deux lois ont commencé et continuent à engendrer des changements importants, que ce soit pour les industriels, les distributeurs ou d'une manière générale tous les acteurs du secteur de l'aménagement des espaces de vie. Et d'autre part, c'est parce que suite au premier webinaire que nous avons organisé il y a un an, le 6 avril 2021, un certain nombre de textes d'application de la loi AGEC sont parus au JO et surtout la loi climat et résilience a été publiée. Donc ces deux textes, donc la loi AGEC et la loi climat, ne sont pas des textes isolés, ce sont des textes qui s'inscrivent dans une dynamique mondiale et européenne de volonté d'une transition écologique et sociale. Et donc c'est ce qu'on va voir avec la diapositive suivante, pour vous planter le décor un petit peu de où s'inscrivent ces lois. Donc, au niveau mondial, en 2015, l'Organisation des Nations Unies a fixé 17 objectifs de développement durable. Donc, ce sont des objectifs qui nous donnent la marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. Donc, au niveau européen, l'Union européenne a repris ces objectifs au travers d'un texte qui s'appelle le Pacte vert pour l'Europe. Donc, c'est un texte qui a été publié en décembre 2019 et qui a donné lieu à un plan d'action, donc le plan d'action pour une économie, le nouveau plan d'action pour une économie circulaire, qui lui a été publié en mars 2020. Donc, pour mettre en œuvre ce plan d'action, en fait, un certain nombre de textes législatifs existants vont être modifiés ou vont être créés lorsqu'il y a nécessité de créer
de mettre en place des initiatives pour parvenir aux objectifs. Donc là, nous vous avons cité quelques textes, mais il y en a bien d'autres. Donc notamment diapositive notamment la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques, qui pourra avoir un impact sur notre secteur. Et un autre texte qui est important, qui est donc la révision de la directive ERP, qu'on appelle également directive éco-conception. Donc actuellement, cette directive concerne tous les produits liés à l'énergie, donc c'est les produits qui utilisent de l'énergie pour fonctionner ou qui ont un impact sur la consommation d'énergie. Et cette directive impose à cette catégorie de produits des objectifs d'éco-conception. Et bien là, elle est en train d'être totalement refondue pour être transformée en règlement cadre qui, lui, sera étendu à l'ensemble des produits non alimentaires mis sur le marché au sein de l'Union européenne. Donc, bien évidemment, les meubles seront concernés. Alors, le projet de ce règlement est bien tout juste d'être mis en ligne sur le site de l'Union européenne. Donc, il date du 30 mars. Il a été mis en ligne avant-hier. Et il est en consultation jusqu'au 30 mai. Donc, nous vous invitons vraiment à le regarder puisqu'il y aura des impacts sur la conception de vos produits. Et donc, à côté de ça, il y a un autre règlement qui est en cours de préparation par l'Union européenne qui concerne les allégations liées à l'empreinte environnementale des produits. Et donc, l'objet de ce règlement est de faire un peu le nettoyage entre toutes les manières d'évaluer l'empreinte environnementale des produits, les différents labels d'application volontaire qui existent et surtout toutes les allégations qui sont liées à ces labels et à ces modes de calcul. Donc là, c'est pareil, c'est un règlement qui est en cours de rédaction et qu'il va falloir surveiller. Et pour terminer, nous vous citons la loi européenne sur le climat qui donc date de juin 2021 et qui, elle aussi, reprend un grand nombre des 17 ODD élaborés par l'ONU. Donc maintenant, si on se place au niveau français, donc en 2019, le gouvernement a établi une feuille de route pour la mise en œuvre par la France des 17 ODD avec pour objectif de les avoir mis en œuvre d'ici 2030. Et donc, pour pouvoir mettre en place les grands changements au point de vue national, il y a un certain nombre d'outils législatifs qu'il faut créer, dont les deux lois dont nous allons vous parler aujourd'hui. Donc, il s'agit de la loi 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire, donc on appelle couramment loi AGEC, et de la loi 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Donc, que nous appelons couramment loi climat et résilience. Voilà. Donc là, on voulait simplement vous dire rapidement quel décryptage nous avons fait de ces deux lois, parce que la loi AGEC est une loi qui comporte 130 articles, et la loi climat et résilience est une loi qui comporte 305 articles. Donc, ce sont des lois très vastes, notamment la loi climat et résilience qui touche à un très large domaine de secteur d'activité, qui remet en question met à jour beaucoup de codes, tels que le code de la consommation, de l'environnement, du commerce, de l'énergie, le code pénal, le code minier. Et donc, la lecture de ces deux lois non seulement demande du temps et demande une lecture assidue, mais d'autre part, il faut pouvoir regarder en parallèle l'ensemble des codes qui ont été modifiés. Donc, nous avons décidé pour ce webinaire de nous focaliser uniquement sur les articles qui ont un lien direct avec le secteur de l'ameublement et de l'agencement. Donc, on ne va pas traiter des articles transversaux, mais ils sont quand même très importants à prendre en compte. Mais là, dans les 45 minutes que nous avons, nous parlerons essentiellement du secteur ameublement et agencement. Voilà. Donc maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va vous présenter la structure des deux lois en question. Donc, la loi AGEC est une loi qui comporte 6 titres, donc 6 parties. Le premier titre concerne les objectifs stratégiques de gestion et de prévention de la production de déchets. Le deuxième titre concerne tout ce qui est lié à l'information du consommateur.
Le troisième titre concerne tout ce qui est lié au fait de favoriser le réemploi et la réutilisation, et ainsi que l'économie de la fonctionnalité et servicielle dans le cadre de la lutte contre le gaspillage. Le quatrième titre concerne la REP. Le cinquième titre concerne la lutte contre les dépôts sauvages. Et enfin, nous avons un sixième titre avec diverses dispositions. Donc aujourd'hui, nous allons essentiellement vous parler des articles qui figurent dans les titres 2, 3 et 4. Voilà. Ensuite, à côté de ça, donc, nous avons la loi climat et résilience qui, elle, donc, comporte 8 titres. Donc, le premier titre est un titre chapeau qui rappelle l'engagement de l'État à respecter les accords de Paris et ceux du Pacte vert pour l'Europe. Le titre 2 concerne tout ce qui est lié à la consommation. Le titre 3 concerne les sujets liés à la production et à l'emploi. Le titre 4 concerne toutes les notions liées au déplacement, à la mobilité, au transport. Le titre 5 concerne tout ce qui concerne le logement. Le titre 6 traite de la manière que nous avons de nous nourrir, l'alimentation et tout ce qui est lié à l'alimentation. Voilà. Et le titre 7 concerne toutes les notions liées à renforcer la protection judiciaire de l'environnement. C'est notamment sous ce titre que nous trouvons la notion de crime d'écocide, délit d'écocide. Et le titre 8 concerne les dispositions relatives à l'évaluation climatique et environnementale. Donc, pour la loi climat et résilience, comme pour la loi AGEC, un certain nombre de décrets d'application ou d'arrêtés sont nécessaires de manière à mettre en œuvre toutes leurs obligations. Et donc, ces textes sortent au fur et à mesure. Et c'est ce que nous allons vous présenter aujourd'hui. Donc, là, je vais laisser la parole à Bertrand. Très bien. Voilà. Donc, on va commencer par donc, la loi AGEC. Pardon. On va commencer donc par un point de la loi AGEC qui a évolué donc en 2021. C'est tout ce qui tourne l'information du consommateur, et notamment avec la signalétique concernant tous les produits soumis à REP et qui sont destinés aux ménages. Donc, tous les metteurs en marché de produits soumis à REP, notamment d'ameublement comme les emballages, les meubles et éventuellement certains types de notices en papier, sont concernés par la signalétique Triman plus Infotri, donc la signalétique de tri, pour faire simple. Donc, qu'est-ce que c'est que cette signalétique de tri? Cette signalétique de tri a deux composantes. La première composante, c'est le fameux logo Triman, donc le petit bonhomme avec ses trois flèches, qui est bien connu maintenant, qui a été mis en œuvre en 2015. Donc, le logo Triman qui doit être forcément accolé à une consigne de tri ou d'apport du déchet, parce que l'importance de cette signalétique, ce n'est pas uniquement de renseigner le consommateur sur le geste de tri, ça peut être aussi de renseigner le consommateur sur le geste de réutilisation, de réemploi des déchets. Donc, cette signalétique composée d'un logo Triman et d'une infotri ou d'apport du déchet, elle est applicable depuis le 1er janvier 2022, date d'entrée en vigueur des décrets et des arrêtés, et elle sera obligatoire au plus tard le 8 septembre de cette année pour tout ce qui est emballage ménager. Donc, il faudra faire figurer sur les emballages ménagers cette signalétique de tri. Au plus tard, le 8 décembre 2022 pour les meubles. Et je vous ai mis ici spécifiquement en rouge la date de nouveau du 8 décembre 2022 parce que des discussions ont eu lieu entre les fédérations professionnelles et le ministère de l'écologie pour faire en sorte qu'il n'y ait qu'une seule et unique date pour l'application de toutes les signalétiques, de la mise en place de toutes les signalétiques pour les filières qui sont dites multi-REP. Pour faire simple, les gens du meuble sont concernés donc potentiellement par la REP meuble, la REP emballage et éventuellement la REP sur les papiers, notamment les notices. Et donc, la décision, la discussion qui a eu lieu avec le ministère, c'est que pour ces filières comme la nôtre qui sont multi-REP, il n'y ait qu'une seule date butoir à laquelle toutes les signalétiques devront être mises en place. Ce serait donc le 8 décembre 2022 pour nous. Donc, pour l'instant, c'est quelque chose qui a été discuté, qui a été acté dans des discussions, dans des comptes rendus de réunion, mais cela n'a pas fait l'objet d'une circulaire ou d'une note ministérielle. En tout cas, pas encore. Mais dans le principe, les autorités, les pouvoirs publics sont OK
pour considérer le 8 décembre 2022, pour ce qui nous concerne, comme la date butoir pour que la signalétique Triman plus Infotree soit effective sur les meubles, les emballages et les notices. D'autre part, la réglementation a prévu un délai supplémentaire de 6 mois, donc 6 mois après cette date butoir, pour écouler les stocks des emballages, des meubles et des notices déjà existantes. Alors, comment mettre en place cette signalétique, donc ce Triman plus l'Infotree? Pour la REP emballage, le Triman et l'Infotree doivent absolument figurer sur l'emballage. Donc, l'information du consommateur sur le geste de tri de son emballage doit obligatoirement figurer sur l'emballage. Ça, c'est quelque chose d'important. Pour le meuble, la signalétique de tri doit figurer soit sur le meuble, soit sur l'emballage du meuble. À défaut, la réglementation autorise à ce que cette signalétique de tri du meuble soit mise sur la notice ou tout document accompagnant le meuble. Et enfin, pour les notices ou autres types de papier, le Triman plus l'Infotree doit être mis sur le papier concerné par le tri, donc là, ça peut être la notice, ou sur l'emballage du meuble, dans le cadre où effectivement la notice se trouve avec le meuble dans son emballage. Donc voilà, alors toutes les informations précises à caractère technique, graphique, pour illustrer cette signalétique bien évidemment, sont disponibles auprès des éco-organismes, puisque vous savez que pour les emballages et les papiers, c'est Citeo qui est le principal éco-organisme qui s'occupe de la filière REP emballage et de la filière REP papier graphique. Et vous avez pour le meuble Écomobilier, pour tout ce qui est meubles domestiques, meubles destinés au ménage. Donc, les informations techniques sur les dimensions, les formes, les couleurs, les pictos, etc., vous pouvez les obtenir auprès des éco-organismes de chacune de ces filières. Voilà. Sujet suivant, donc, c'est un décret qui est paru effectivement en février 2022, donc c'est quelque chose qui est relativement récent. C'est la mention reconditionnée qui est prévue par la loi AGEC. Donc, qui est concerné par cet article et ce décret? Ce sont les metteurs en marché de produits d'occasion. Donc, cela ne concerne que les produits d'occasion, y compris lorsqu'ils sont proposés à la vente à partir d'une interface en ligne. Donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit simplement de la manière dont on peut utiliser pour un produit d'occasion les termes reconditionné ou produit reconditionné. Donc, les pouvoirs publics, au travers de la loi AGEC, ont voulu absolument clarifier les notions de reconditionné ou produit reconditionné. Alors, comment, effectivement, cela se décline? L'emploi de la mention reconditionné ou produit reconditionné est réservé aux produits et aux pièces détachées d'occasion qui ont subi des tests portant sur toutes leurs fonctionnalités, afin d'établir qu'ils répondent aux obligations légales de sécurité et à l'usage auquel le consommateur peut légitimement s'attendre. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Et s'il y a lieu, si nécessaire, une ou plusieurs interventions à caractère technique afin de leur restituer leur fonctionnalité. Mais ce qui est important, c'est que le produit reconditionné est lié à la notion de test portant sur les fonctionnalités, de manière à vérifier les obligations légales de sécurité et la fonctionnalité. Voilà. Je passe la parole à Pauline. Sujet suivant, on va parler de la garantie légale de conformité. Donc, la loi AGEC, dans 2 de ses articles, l'article 20 et l'article 22, vient créer 2 nouveautés. Pour les vendeurs d'éléments d'ameublement en vente physique uniquement et en vente destinée aux consommateurs. Le vendeur d'éléments d'ameublement devra faire figurer sur le document de facturation qu'il remet au consommateur d'éléments d'ameublement la mention de l'existence et de la durée de la garantie légale de conformité qui est de 2 ans, une durée minimale. Donc, sur quel genre de documents? Sur les documents de facturation, c'est-à-dire les factures, les tickets de caisse. Ça, c'est la nouveauté de l'article 20 et la nouveauté de l'article 22. L'article 22 vient nous dire que lorsque le consommateur a recours à la garantie légale de conformité pour réparer un produit qu'il a acheté, ça lui permet d'étendre cette garantie de 6 mois. De plus, si le consommateur demande la réparation du produit et qu'elle n'est pas possible et que donc le vendeur lui effectue un remplacement de produit, ce remplacement génère un renouvellement de la garantie légale de conformité. Ensuite, on va parler des qualités et caractéristiques environnementales, qui est une partie très importante de la loi AGEC.
Donc, qui est concerné? Tout metteur en marché des produits neufs soumis à REP destinés aux consommateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Le metteur en marché doit informer le consommateur sur les qualités et les caractéristiques environnementales des produits qu'il met sur le marché. Donc, toutes ces nouvelles dispositions ont un but, c'est de mieux informer le consommateur sur les produits qu'il achète. Donc, par exemple, sur le taux de matière recyclée, sur la recyclabilité du produit, sur sa durabilité, sur l'éventuelle présence de substances dangereuses, et idem pour les emballages. Comment le metteur en marché procède? En mettant à disposition par voie électronique toutes ces informations, et il devra faire apparaître toutes ces informations par la forme d'une mention, soit par affichage, étiquetage, pour que le consommateur puisse y avoir accès au moment de l'acte d'achat ou avant, par un dispositif lisible et compréhensible. Donc, ce projet de décret est en cours. Il est d'application prévu pour le 1er janvier 2023. Ensuite, on vous a mis des exemples de mentions, voilà, produits comportant au moins X matière pourcentage de matière recyclée, emballage majoritairement recyclable, meubles ou produits contenant une substance extrêmement préoccupante. Ce type de mention. Ensuite, on parle de l'affichage de l'impact environnemental. Donc, c'est là pour le coup une disposition de l'article 2 de la loi Climat et Résilience qui est parfois un peu confusante avec la diapositive précédente. Là, on va vraiment parler de l'impact du produit sur l'environnement social et l'environnement environnemental, si je peux m'exprimer comme ça. Donc, qui est concerné? C'est les metteurs en marché de meubles qui sont destinés aux consommateurs. Là, par exemple, ça va être un affichage qui va être destiné à apporter au consommateur une information relative aux impacts environnementaux et qui sera basé sur l'ensemble du cycle de vie du meuble. Il devra aussi être visible ou accessible au moment de l'acte d'achat. Donc là, par exemple, on parle du taux de gaz à émission à effet de serre, de l'emploi de ressources renouvelables, l'impact du bien sur la consommation d'eau qui est utilisée pour produire le bien, etc. Cet affichage sera rendu obligatoire par décret ou restera d'application volontaire, mais de manière encadrée, à l'issue d'une phase d'expérimentation qui est en cours. En effet, la loi Climat et Résilience a ouvert une période de 5 ans pendant laquelle différents secteurs sont concernés pour expérimenter la méthode de calcul de ces impacts et les modalités d'affichage. L'idée, c'est que tout le monde ait le même socle commun, que tout le monde ait les mêmes méthodes de calcul, les mêmes modalités d'affichage pour pas qu'il y ait de distorsion entre les différents acteurs du secteur et que le consommateur ait une information fiable et basée sur les mêmes critères pour tout le monde. Donc, pour continuer au niveau de l'information des consommateurs, nous avons l'article 13-1 de la loi AGEC qui impose d'informer qui concerne les produits en fait générateurs de déchets, donc autrement dit les produits soumis à REP, et qui impose à tous les metteurs sur le marché de ce type de produits d'informer les consommateurs de la présence de substances donc dites hautement préoccupantes, donc les substances SVHC au sens du règlement REACH, ainsi que de toute autre substance qui pourrait avoir un niveau de préoccupation comparable au SVHC. Donc, la liste de ces substances autres doit être publiée suite à un avis de l'ANSES via un arrêté. Donc, actuellement, il n'y a pas eu d'arrêté complémentaire publié. Donc, ce sont les 223 SVHC du règlement REACH qui sont concernés par cette obligation d'information. Et donc, comment doit se faire cette information? Donc, c'est soit par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage, ou par tout autre procédé approprié, ainsi que par voie électronique, dans un format qui soit aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement de données automatisé. Donc, toutes ces informations doivent être visibles ou accessibles par le consommateur au moment de l'acte d'achat. Et d'autre part, nous vous rappelons que depuis le 5 janvier 2021, les substances dites SVHC contenues dans les articles doivent également être déclarées sur la base SCIP de l'ECHA. Donc, ça vient en complément. Voilà. Et donc,
dans l'article 13 donc, de la loi AGEC, nous avons un deuxième point qui concerne une autre catégorie de substances, donc on appelle les perturbateurs endocriniens. Et donc là, lorsque de telles substances sont présentes dans les produits, il y a également une obligation d'information des consommateurs. Et cette fois-ci, ça concerne tous les produits mis sur le marché à destination des consommateurs. Donc, il n'y a plus cette notion de REP ou pas REP. Et donc, l'obligation est d'informer les consommateurs soit via une page Internet dédiée et comportant une interface applicative, soit au moyen d'une application qui sera désignée par arrêté publié par le ministère de la Santé ou de l'Environnement. Donc, actuellement, nous n'avons pas la liste des substances concernées. Il y a un projet d'arrêté qui est en cours. Et qui nous informera un peu plus sur quelles sont les substances concernées et quelles sont surtout les catégories de produits qui présentent un risque de contenir ce type de substance. Voilà. Je reprends la parole pour vous parler donc d'une nouveauté qui découle de la loi AGEC et de son article 62, puisque la loi AGEC demande désormais aux producteurs soumis au principe de REP de s'enregistrer au registre national des producteurs auprès de l'ADEME qui leur délivrera un numéro d'identifiant unique. Quel est l'objectif de l'identifiant unique? C'est d'assurer la conformité des producteurs soumis à cette filière, d'en assurer le suivi et le contrôle. Une fois que les producteurs détiennent leur identifiant unique, ils doivent obligatoirement l'indiquer à l'acheteur sur leurs documents contractuels, sur les conditions générales de vente, ainsi que sur leur site de vente en ligne. Comment le producteur il peut également passer par son éco-organisme pour obtenir son numéro d'identifiant unique. Enfin, une nouveauté aussi de la loi AGEC, c'est qu'elle prévoit l'extension de la filière DEA, donc déchets d'éléments d'ameublement, au marché de décoration textile. Le texte prévoyait une application au 1er janvier 2022. Le projet de décret est encore en cours. Il était en consultation, je crois, jusqu'à mi-février. Donc, normalement, on devrait y voir plus clair d'ici quelques mois sur ce sujet. Je reprends donc la parole sur la REP, une nouvelle filière REP. On l'a mise effectivement dans ce webinaire, tout simplement pour attirer votre attention sur le fait que dorénavant, toutes les huiles industrielles, les huiles minérales industrielles que vous êtes amenés parfois à utiliser sur vos sites de fabrication, sur vos sites de production, toutes ces huiles industrielles font l'objet maintenant d'une véritable filière REP de responsabilité élargie des producteurs, donc des metteurs en marché de ces huiles minérales. Si on vous l'a mis ici dans cette diapositive, c'est simplement pour vous dire que en tant que site de production, vous pouvez avoir des huiles usagées industrielles qui aujourd'hui déjà subissent un certain nombre de collectes, sont soumis à une certaine collecte particulière, qui peuvent être régénérées, recyclées, etc. Tout ça maintenant, c'est pris en charge par les metteurs en marché dans le cadre d'une nouvelle REP. Et il y a donc un éco-organisme ou d'autres, mais pour l'instant, il y en a un qui a été agréé ou qui est en cours d'agrément. Il y aura donc un éco-organisme qui va être en charge de financer les opérations de collecte des huiles usagées chez les consommateurs de ces huiles usagées, c'est-à-dire vous, les industriels. Donc, ça peut signifier que vous allez avoir des informations, des consignes pour la bonne collecte des huiles industrielles dont vous voulez vous débarrasser. Vous allez donc avoir peut-être de l'aide pour avoir des récipients pour collecter proprement ces huiles, etc. Donc, c'est simplement pour vous dire que voilà, il y a une filière qui se met en place et que donc vous risquez d'être en partie contacté par les éco-organismes ou informé par les collecteurs d'huiles usagées, qu'il y a une nouvelle filière qui s'est mise en place et qu'elle va permettre de mieux collecter et de mieux recycler ou de régénérer les huiles usagées. Voilà, c'est simplement pour ça, mais c'était un point qu'on voulait vous faire. La diapo suivante, donc le financement des coûts de réparation, l'article 62.2 de la loi AGEC. Donc ça, c'est un vrai sujet qui est apparu avec la loi AGEC. C'est tout ce qui permet de favoriser ou d'encourager la réparation des biens de consommation. Donc, les éco-organismes sont concernés par cette exigence de la loi AGEC. Ce sont les éco-organismes qui doivent financer la réparation.
des coûts de réparation, plus exactement, effectués par un réparateur labellisé des produits détenus par les consommateurs. Là aussi, c'est une disposition qui ne concerne que les produits détenus par les consommateurs. Donc, comment chaque éco-organisme et chaque producteur en système individuel crée un fonds dédié au financement de la réparation. Donc, c'est sur les sommes prélevées par les éco-organismes, donc les fameuses éco-contributions, éco-participations, c'est sur ces sommes-là que doit être effectivement mis en place un fonds permettant de financer les réparations de meubles pour les consommateurs qui souhaitent faire réparer leurs meubles. Donc, le montant des ressources financières allouées au fonds ne peut être inférieur à 10% des coûts estimés de la réparation des produits détenus par les consommateurs. Donc, voilà. La reprise, je laisse Pauline. Je reprends la parole pour vous parler de la reprise des déchets d'éléments d'ameublement sans frais, donc qui est une mesure phare de la loi AGEC. Qui est concerné? Les distributeurs d'éléments d'ameublement domestiques et professionnels. Comment on définit un distributeur d'éléments d'ameublement? Donc, c'est toute personne physique ou morale qui, quelle qu'elle soit la technique de distribution utilisée, fournit à l'utilisateur final, à titre commercial, des produits. Donc, cette mesure est applicable depuis le 1er janvier 2022. La reprise donc, doit s'effectuer sans frais des éléments d'ameublement usagés dont les utilisateurs finaux se défont. On a deux types de reprises. On a une reprise 1 pour 1 et une reprise 1 pour 0, c'est-à-dire 1 pour 0 sans achat, sans condition d'achat. La reprise 1 pour 0, elle s'effectue en vente physique uniquement sur une surface de vente d'éléments d'ameublement qui sera supérieure à 1000 m². La reprise 1 pour 1, elle s'effectue dans la limite de la quantité et du type de produit vendu ou des produits qui le remplacent, c'est-à-dire par exemple un produit de même nature, de même dimension, de poids équivalent. Dans ce cas-là, donc pour la reprise 1 pour 1, on distingue la vente en livraison et la vente physique. Donc reprise 1 pour 1 possible en vente physique sur surface de vente d'éléments d'ameublement entre 200 m² et 1000 m², ou vente en livraison engendrant un chiffre d'affaires d'éléments d'ameublement supérieur ou égal à 100 000 €. Comment s'effectue la reprise? Elle peut s'effectuer en magasin ou à proximité immédiate, au point de livraison pour les ventes en livraison ou en point de collecte de proximité. Donc, comme je vous l'ai dit en introduction, on a publié pas mal d'articles sur tous ces sujets, loi AGEC, et notamment sur ce sujet, vous pouvez retrouver un article sur le site de l'ameublement français qui décrypte cette mesure qui est quand même assez complexe. Je reprends la parole. Donc, l'article 7 de la loi AGEC, c'est un des articles phares aussi de cette loi AGEC qui concerne la stratégie nationale de réduction et de réemploi des emballages en plastique à usage unique. Beaucoup de choses ont été écrites et vont continuer à l'être. Donc, qui est concerné par tout ce qui touche aux emballages en plastique à usage unique dans la loi AGEC? Ce sont les producteurs, importateurs et distributeurs et les metteurs en marché de produits utilisant des emballages en plastique à usage unique. Alors, l'acronyme, enfin, on a écrit EPU parce qu'écrire plusieurs fois emballage en plastique à usage unique, ça devenait un peu compliqué. Donc, quel est le contenu des articles de loi et du décret 2021-517 du 29 avril dernier? Donc, l'objectif, ce qu'il y a dans ce décret, c'est qu'il fixe un certain nombre d'objectifs pour la réduction ou le réemploi et la réutilisation des emballages en plastique à usage unique. Donc, vous avez déjà un objectif de réduction de 20% de ces emballages au 31 décembre 2025, dont au moins 50% obtenus par recours au réemploi ou à la réutilisation. Ensuite, vous avez un objectif de réduction de 100% des emballages plastiques usage unique dits inutiles, au 31 décembre 2025 également. Ensuite, toujours avec ces emballages, vous avez un objectif de recyclage de 100% de ces emballages à l'échéance cette fois-ci du 1er janvier 2025. Et puis, vous avez à la même date, à la même échéance, vous aurez une interdiction des emballages plastiques à usage unique qui n'ont pas de filière de recyclage au 1er janvier 2025 également. Ça, c'est une disposition qui a été introduite dans le Code de l'environnement par la loi Climat et Résilience, notamment pour le polystyrène expansé. Donc, en gros, ça signifie que si au 1er janvier 2025, il n'y a pas de filière de recyclage performante opérationnelle pour les emballages en polystyrène expansé, le polystyrène expansé sera interdit dans les emballages, ce qui peut quand même nous poser un certain souci au niveau du secteur de l'ameublement.
Comment donc ce qui est demandé par la loi AGEC et par les décrets d'application, l'idée c'est soit on supprime les emballages en plastique à usage unique, soit on réduit la masse unitaire de plastique, soit on substitue ces plastiques à usage unique par d'autres matériaux. On peut également utiliser des emballages jetables en usage unique par un emballage qui est réutilisable ou réemployable. Et puis, bien évidemment, il faut penser à mettre en place des filières de recyclage opérationnelles pour les emballages plastiques à usage unique si on ne veut pas qu'ils deviennent interdits. Donc là, il y a un véritable enjeu pour la filière ameublement de façon très claire. Alors, cette stratégie sur les emballages plastiques à usage unique, elle rentre dans une stratégie beaucoup plus globale sur la réutilisation ou le réemploi des emballages. Donc là, vous avez effectivement un projet de décret qui évoque la proportion minimale d'emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement. Donc, on parle bien cette fois-ci d'emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement. Donc, il s'agit, qui est concerné par ces objectifs ou cette nouvelle exigence? Ce sont les producteurs, les importateurs et les distributeurs mettant en marché d'au moins 10 000 unités par an de produits emballés et qui déclarent un certain chiffre d'affaires. Donc, vous avez les chiffres d'affaires, 50 millions jusqu'au 31 décembre 2024, 20 millions au 1er janvier, à compter du 1er janvier 2025, puis après, quel que soit le montant du chiffre d'affaires. Donc, comment faire? Qu'est-ce qu'on leur demande? On leur demande en fait de mettre sur le marché annuellement en France une proportion minimale d'emballages réemployés, afin d'atteindre pour l'ensemble des emballages, que ce soit les emballages primaires, secondaires et tertiaires, c'est-à-dire aussi bien les emballages de transport type palette, film de palettisation, que les emballages secondaires et les emballages primaires. Vous avez les objectifs de réemploi qui sont affichés dans ce projet de décret. Donc, vous les avez à l'écran, 1,5% d'emballages réemployés en 2022 et 10% d'emballages réemployés en 2027. Donc, en 5 ans, il faut qu'on passe de 1,5 à 10%. Comment? Eh bien, il faut mettre en marché des emballages faisant l'objet d'au moins une deuxième utilisation pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu. C'est la définition de l'emballage réemployable et réemployé dans le décret. Donc, un emballage réemployable ou réemployé, c'est un emballage qui va faire l'objet d'au moins une deuxième utilisation pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu. C'est comme ça que c'est écrit. Après, ce qui est demandé aussi, c'est qu'on doit mettre en place une structure collective visant à mutualiser et mettre en œuvre les actions nécessaires à la mise sur le marché d'emballages réemployés ou via des éco-organismes agréés, éventuellement. Mais ce n'est pas forcément les éco-organismes qui vont s'en occuper, ça peut être une structure collective mise en place par l'ensemble des metteurs en marché d'emballages primaires, secondaires ou tertiaires. Voilà. Donc, je reprends la parole pour continuer sur le sujet des emballages. Donc, nous avons toujours dans la loi AGEC l'article 112 qui, lui, concerne les huiles minérales utilisées pour les impressions. Donc, cet article concerne tous les producteurs, importateurs et distributeurs ou autres metteurs sur le marché de produits emballés et également ceux qui mettent sur le marché des documents imprimés à destination du public. Donc, l'interdiction dont il est question, c'est l'interdiction d'utiliser des huiles minérales comportant des substances qui vont venir perturber le recyclage des déchets ou qui vont limiter l'utilisation du matériau recyclé parce qu'elles présentent des risques pour la santé humaine. Alors, depuis le 1er janvier de cette année, ce type d'huile minérale est interdit sur les emballages. L'année prochaine, à partir du 1er janvier 2023, elles seront interdites sur toutes les lettres de prospectus publicitaires et les catalogues. Et à partir du 1er janvier 2025, elles seront interdites pour toute impression à destination du public. Donc, pour savoir en fait de quel type d'huile minérale et quelles sont les substances qui viennent perturber le recyclage des déchets, il est prévu un arrêté qui listera en fait les substances en question. Donc, pour l'instant, cet arrêté est en projet, mais il n'a pas encore été publié au journal officiel, mais il est prévu d'application pour le 1er janvier 2023. Donc, c'est à suivre de nouveau. Et donc, ensuite, comment faire en sorte de répondre à cette obligation? Bien, soit en utilisant des encres d'impression qui n'ont pas du tout d'huile minérale, ça, il n'y a aucun problème, soit en utilisant des encres d'impression comportant les huiles minérales exemptes des substances qui seront listées dans l'arrêté en question. Voilà.
Je reprends la parole sur une disposition qui concerne donc la disposition de l'article 74 de la loi AGEC, qui concerne surtout donc cette fois-ci les sites de production. C'est les notions, vous savez que dans la loi AGEC, le tri a été quelque chose d'essentiel. Donc là, c'est quelque chose qui concerne les sites de fabrication, qui concerne le tri à la source d'un certain nombre de déchets. Donc, qui est concerné, ce sont les entreprises, qui sont les producteurs et les détenteurs de déchets, et les producteurs et détenteurs de déchets de papier de bureau sur chacune de leurs implantations de plus de 20 personnes. On fait une petite distinction entre les autres déchets et les papiers de bureau. Donc quoi? Donc l'obligation, les entreprises ont l'obligation de trier à la source les déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textile, de bois, de fractions minérales et de plâtre, et plus tard des déchets de textile entre eux et par rapport aux autres déchets, ou de leur collecte séparée des autres déchets. En gros, ça signifie qu'il faut soit séparer tous les déchets individuellement par matériaux, soit effectivement vous pouvez éventuellement prendre tous ces matériaux et les mettre de côté par rapport à tous les autres déchets de l'entreprise, quitte à ce qu'elles soient triées, plus tard. Donc c'est ce qu'on entend par collecte séparée des autres déchets. Comment? Donc, vous êtes obligé de mettre un tri à la source des déchets, 10-5 flux, papier, métal, verre, plastique, bois. Donc ça, c'est quelque chose qui existait déjà depuis 2 ans pour les sites de production. Pour les déchets de construction et des démolitions, il faut ajouter au tri 5 flux maintenant les fractions minérales et les déchets de plâtre. Donc on passe à un tri 7 flux. Et puis, plus tard, il y aura un tri à la source étendu aux déchets de textile à partir du 1er janvier 2025. On passera donc à un tri 8 flux. Voilà. Alors, une autre obligation qui a été introduite par la loi AGEC, par les articles 6 et 10, et qui ont été transcrites dans un décret de septembre 2021, qui concerne encore les obligations de tri de déchets valorisables, de vos entreprises toujours. Donc, qui est concerné? Les producteurs, les détenteurs de déchets qui souhaitent faire éliminer des déchets non dangereux. Donc, vous êtes sur un site de fabrication, vous avez des déchets non dangereux que vous souhaitez faire éliminer dans une décharge ou par incinération. Donc, vous avez l'obligation au moment où vous donnez et vous confiez ces déchets à l'exploitant de la décharge ou à l'exploitant de l'incinérateur, vous avez de l'incinérateur, vous avez l'obligation de justifier du respect des obligations de tri des déchets non dangereux, non inertes, valorisables avant leur élimination. C'est-à-dire que l'opérateur de la décharge ou de l'incinérateur, il va devoir vous demander de justifier que les déchets que vous lui amenez, qui sont des déchets non dangereux, qui sont des déchets non inertes et qui sont valorisables, vous devez effectivement justifier que vous avez fait tout ce qui est en votre pouvoir pour trier au maximum ces déchets non dangereux avant de les amener en enfouissement ou en incinération. Donc c'est ça l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que ne rentrent en décharge ou en incinération que vraiment des déchets dont on n'a pas su quoi faire avant, qu'on n'a pas pu trier, etc. Donc comment? Vous aurez à transmettre chaque année à l'exploitant de l'installation d'élimination des déchets concernés, préalablement à la réception de tout déchet pour l'année en cours, une attestation sur l'honneur que vous allez signer, comprenant la liste des obligations de tri que vous avez mis, que vous devez mettre en place au niveau de votre site de fabrication, donc toutes les opérations de tri, et d'autre part la description des éléments de nature à démontrer le respect de ces obligations, et notamment donc les collectes séparées mises en place et les consignes de tri associées. Donc en fait, il faut que vous justifiez que vous faites bien le boulot et que vous avez trié au maximum avant vraiment que les déchets ultimes non dangereux soient amenés en décharge ou en incinération. Suivant. Une petite slide ici très précise sur un point précis qui concerne les gens qui font du mobilier, notamment du mobilier en plastique, en résine de synthèse, et qui utilisent pour les fabriquer des granulés en plastique. Donc vous avez effectivement le décret du 7 avril dernier qui précise un certain nombre de choses pour éviter que les granulés de plastique se retrouvent dans l'environnement. Donc, je ne vous le détaille pas complètement, c'est effectivement, ça concerne là aussi les sites de fabrication. L'obligation, c'est effectivement de prévenir tout rejet canalisé de toute dispersion accidentelle de granulés de plastique dans l'environnement, c'est ça l'objectif. Et on vous demande, au niveau de votre site, on vous demande un certain nombre de choses. D'abord, des équipements pour prélever les rejets canalisés de granulés dans l'environnement, des dispositifs de confinement en cas de dispersion accidentelle, et puis vous avez un certain nombre de procédures permettant de prévenir les pertes et les fuites de granulés dans l'environnement qu'il vous faut mettre en place. Donc ça concerne uniquement les gens qui fabriquent du mobilier en résine de synthèse avec à base de granulés. Suivant. Là aussi, je ne m'étendrai pas trop. Site de production, c'est pour les gens qui, effectivement, les sites de fabrication qui sont installations classées pour la protection de l'environnement, qui disposent d'une installation de traitement de leurs eaux usées produisant des boues. Donc l'idée ici, je vous l'avais dit, l'idée c'est de pouvoir réutiliser éventuellement les eaux usées des sites de fabrication. Donc le décret est paru effectivement le 10 mars 2022. Donc on vous explique un petit peu ce qu'il faut faire pour que les eaux utilisées, les eaux traitées, puissent être réutilisées.
Donc voilà, il y a des explications. Donc, réutiliser les eaux traitées, ils doivent respecter des teneurs limites en éléments traces métalliques ou organiques dans les effluents, donc qui sont cités dans un texte. Comment? Vous devez faire une demande d'autorisation d'utilisation des eaux usées traitées auprès du préfet du département où ces eaux sont produites et seront utilisées. Les deux termes sont importants, avec un dossier justifiant de l'intérêt du projet par rapport aux enjeux environnementaux et de démontrer sa compatibilité avec la protection de la santé humaine et de l'environnement. Voilà. Donc, c'est simplement une démarche qui a été traduite dans un décret pour vous dire je peux réutiliser les eaux traitées qui peuvent être donc utilisées dans le même département. Voilà.